Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est un Sens Public 100% politique que je vous propose, 100% législative, comme tous les jours, avec deux temps forts. D'abord, l'actualité, les dernières déclarations, les derniers sondages, les leçons à tirer du premier débat à 3, Attal, Bardella, Bompard. Y a-t-il eu un vainqueur? Reste-t-il beaucoup d'électeurs indécis à convaincre? Le parti LR est-il mort, comme l'affirme le député du Lot, Aurélien Pradier? Et puis le président de la République a-t-il eu raison de parler du risque de guerre civile provoquée par ce scrutin qu'il a lui-même convoqué? On répond à toutes ces questions dans une minute. Et puis comme chaque jour depuis le début officiel de la campagne, notre seconde partie d'émission est consacrée au programme des 3 blocs, débat thématique sur la politique étrangère ce soir et plus précisément l'aide à l'Ukraine. Que vont-ils faire sur l'Ukraine? Ils pensent le contraire. Les sociodémocrates et les LFI. Sur l'Ukraine, comme sur Gaza, ils pensent le contraire. Le Rassemblement national, on est chez les fous. C'est pas sérieux. L'aide militaire à l'Ukraine pourrait-elle être remise en cause par une victoire du Rassemblement national ou du nouveau Front populaire? Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon sont-ils toujours fascinés par Vladimir Poutine? La France peut-elle se défendre sans une politique militaire européenne? On en débattra dans 45 minutes. Mais d'abord, notre immersion dans une circonscription emblématique après le Calvados, l'Hérault et les Alpes-Maritimes. Direction Lyon aujourd'hui où le député Rassemblement national sortant Julien Audoul est donné favori. À Sens, reportage Jérôme Rabier. Sur le marché de Sens, il a le contact facile et les habitants électeurs le lui rendent bien. Julien Audoul, député Rassemblement national sortant, mène campagne avec le sourire porté par les scores aux élections européennes. Ici, près d'un électeur sur 2 a voté pour le RN. Les gens m'énervent parce qu'ils disent tous on va voter Le Pen, Le Pen, Le Pen. Et puis quand c'est le moment de voter, les gens ils retournent leur veste. Mais vous avez vu aux européennes, ils n'ont pas retourné leur veste. Non. Mais avec Mélenchon, il faut faire gaffe. Exactement. J'ai un peu peur. Mais si tout le monde va voter, il n'y aura pas de risque. Oui. Sur le papier, il pourrait même être élu dès le premier tour, mais le candidat et son équipe refusent de se projeter. Vous savez, quand le peuple le veut, et quand le peuple vote, le peuple gagne, donc c'est lui qui le décidera. Mais j'ai beaucoup trop de respect pour la démocratie, beaucoup trop de respect pour l'incertitude de la démocratie pour envisager une quelconque victoire au premier tour. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait une large mobilisation dans les urnes, que l'abstention recule, que nos concitoyens prennent conscience qu'il y a un moment historique en train de se jouer. Sur le terrain, à chaque élection, son score progresse. Il y a 2 ans, il avait fait 35% au premier tour et il y a encore de nouveaux convaincus. On va donner leur chance. Essayez. On va donner leur chance. Bon, merci beaucoup. Allez. Face à lui, comme lors des 2 dernières législatives, il retrouvera Michel Crouzet, élue en 2017 avec l'étiquette En Marche. Elle milite désormais au MoDem. En 2022, elle a été battue par Julien Audoul, mais repart au combat. Je pense que vous devez me connaître puisque j'ai ma candidature qui était présente. Voilà. Sur le terrain, elle se présente comme une candidate du grand centre, rassemblant le bloc de l'ancienne majorité. Mais les électeurs lui renvoient l'étiquette d'Emmanuel Macron. Président. Après, il y aura des élections présidentielles dans quelques temps. Mais ce qu'il y a, c'est que là, on risque de se retrouver avec une majorité à l'Assemblée nationale. 2027, hein. Oui, mais on risque de se retrouver à l'Assemblée nationale avec une majorité autre. La réputation d'Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est pas forcément un facteur qui permet de rentrer en communication facilement avec les personnes. Et moi, je suis au MoDem, donc je suis sur la voie de François Bayrou, et que, bien sûr, on a travaillé tous ensemble. Et je pense que c'est tout à fait possible de continuer à travailler ensemble sur une voie qui peut aller sur la droite et sur la gauche et justement avec le pouvoir centriste. Le danger pour Michel Crouzet vient aussi de la gauche qui part unie et pourrait perturber le duel habituel. Cette année, c'est Nicolas Sauret, maire socialiste de Joigny, la 2e ville de la circonscription, qui est candidat du nouveau Front populaire et qui défend le programme commun. Nous, l'enjeu, c'est de créer une rupture sociale en augmentant le pouvoir d'achat des habitants, en essayant de contrer ces idées de colère et de haine. J'ai vu tout ça, Front populaire, ça avait pensé. Si vous voulez qu'on améliore vos conditions de vie de façon assez immédiate avec les mesures qu'on prendra, je pense que c'est le bon bulletin, le nouveau Front populaire. Dans un territoire où le vote insoumis est peu porteur,
Nicolas Soré insiste sur son ancrage local et son profil de modéré. Moi, je suis socialiste depuis 20 ans, je suis maire d'une ville de 10 000 habitants, je suis vice-président de la région et je connais bien cette circonscription, je connais bien ses difficultés. Je travaille tous les jours avec les maires à essayer de trouver des solutions aux habitants, de mobilité, de logement, d'accès aux soins. Donc c'est de rappeler ça. Face à un RN puissant et porté par les sondages, ses concurrents espèrent au moins provoquer un second tour et maintenir une opposition localement. Dans l'Yonne, le RN peut espérer de son côté remporter les 3 circonscriptions du département. Et on revoit tous les candidats de cette 3e circonscription de Lyon. Michel Crouzet pour le MoDem, Simone Pallon pour Lutte ouvrière, Julien Audoul le RN, Nicolas Soré Nouveau Front Populaire, Jean-Charles Kerlmin Parti des Travailleurs, Annick Villebois pour Reconquête et le divers droite, Grégoire Weigel. La bataille des indécis, voilà le thème, le titre de notre débat avec Franck Morel. Bonsoir et bienvenue, ancien conseiller social d'Édouard Philippe et avocat associé chez Flichy Granger Avocat. Anne Levade, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes professeur de droit public à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Fabien Escalona, bonsoir, et bienvenue. Vous êtes journaliste à Mediapart, essayiste, et vous publiez Une République à bout de souffle aux éditions Seuil Libelle. Mathieu Croissando, bonsoir Mathieu. Bonsoir à tous. Bienvenue à vous, éditorialiste politique. Franck Morel, une question peut-être assez générale pour commencer. La peur est-elle le principal moteur de ces législatives ? Peur des extrêmes, peur de la guerre civile brandie par Emmanuel Macron lui-même. Le rejet, en tout cas, le rejet de tel ou tel camp est un moteur, en tout cas, pour une partie de l'électorat, effectivement. Le rejet du RN pour éviter le RN, le rejet de LFI pour éviter le LFI, ou le rejet du président de la République pour le combattre. Donc on voit bien que c'est l'une des motivations qui est mise en avant. Vote contre avant de voter pour. Vote contre avant d'être un vote en faveur de tel ou tel. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez regrettable pour une large part, effectivement, que les motivations ne soient que des motivations négatives et qu'on ait une proportion assez limitée, quand on regarde les études d'opinion en réalité de l'électorat, qui vote pour des raisons positives, c'est-à-dire pour des raisons d'adhésion véritablement à un camp ou à un autre. Force est de constater qu'en plus, on a un rejet vraiment sur chacun des 3 blocs qui se manifestent de manière différente, avec des préoccupations différentes. Et il y a fort à parier que le résultat, quel qu'il soit, se soldera par le fait que celui des 3 blocs qui aura le plus de parlementaires fera malgré tout l'objet d'un rejet majoritaire de la part des électeurs des 2 autres blocs. Ce qui rend les choses quand même assez compliquées en termes de gestion de la suite. Anne Levade, je ne vais pas vous demander si le président de la République a raison d'employer les termes guerre civile alors qu'il a lui-même convoqué ces élections, mais peut-être sur la dissolution, ce que ça signifie comme rendez-vous dans notre Constitution. C'est un rendez-vous que le président donne au peuple, on peut le dire comme ça ? Alors, c'est sûr que, de manière générale, le droit de dissolution dans un régime parlementaire, et en particulier sous la Ve République, où c'est ce qu'on appelle un pouvoir propre du président de la République, donc quelque chose qu'il décide de manière totalement libre, est l'illustration de ce que lui, à un moment donné, considère qu'il veut redonner la parole au peuple. Alors, quand on regarde l'histoire de la Ve République, on voit bien que ça peut être pour des raisons très différentes. 62, on redonne la parole au peuple parce que le gouvernement a été renversé et qu'en plus, il y a le référendum sur l'élection du président au suffrage universel direct. 68, c'est la crise de mai 68. Les 2 dissolutions, 81 et 88, sont très différentes, puisque là, je dirais qu'on parlait de la peur, là, on est au contraire dans une dynamique d'élan, puisqu'il s'agit de permettre au président de la République de mettre en œuvre son programme en ayant une majorité qui converge avec la sienne. Et puis, 97, c'est un cas un peu particulier, puisque, en réalité, je ne suis pas sûre à l'époque que les Français avaient bien compris ce que cherchait à faire le président de la République. On avait parlé de dissolution, de confort, de convenance, à l'anglaise. En tout cas, effectivement, dans certains pays, au Royaume-Uni notamment, il n'était pas anormal d'anticiper un peu une échéance pour avoir un meilleur score. Elle rentre dans aucune de ces catégories, d'une certaine façon. Alors, elle ne rentre dans aucune de ces catégories, mais en même temps, comme il y a peu de dissolutions, c'est assez difficile de les catégoriser. Elle ne rentre dans aucune catégorie. Elle est atypique, alors, d'abord parce qu'elle fait suite à un scrutin intermédiaire, chose qu'on n'avait jamais vue à l'échelle d'un mandat présidentiel. Qui plus est, un scrutin européen, donc un scrutin dont, a priori, pendant toute la campagne, on s'escrime à dire que son enjeu est européen avant d'être national. D'ailleurs,
j'observe que personne n'a à l'esprit que demain et après-demain, il y a un Conseil européen où on va discuter du nom du futur président de la Commission. Qu'ensuite, ça a balayé complètement le résultat des européennes. Et que la Commission va devoir être constituée. Enfin voilà, donc ça c'est déjà un élément curieux. Il est aussi atypique parce que même si les dissolutions précédentes, puisque la Constitution dit 20 à 40 jours pour organiser le scrutin, il y a toujours un effet de contraction du calendrier, mais là on est vraiment sur le délai minimum et, si j'ose dire, sans alerte préalable. Donc je pense que tout ça contribue effectivement, qui plus est au seuil de l'été, à ce que peut-être les électeurs soient un peu secoués, on va dire, par... Oui, déboussolés. Un tout petit truc pour rebondir. Oui. Si on devait chercher un parallèle absolument, et en tout cas dans l'esprit du président de la République, nul doute que le parallèle qu'il cherche à établir, c'est plutôt avec la dissolution de mai 68. C'est-à-dire l'effet dramatisation et l'effet consistant à jouer justement sur cette dramatisation pour obtenir un réflexe qui a été le réflexe obtenu en mai 68. Alors, est-ce que ça sera le cas cette fois ? Les sondages, en tout cas, ne le prédisent pas. Oui, alors on a choisi un sondage particulier pour lancer et illustrer ce débat sur cette question des indécis, parce qu'il reste 3 jours pour convaincre, et c'est un sondage Ipsos pour Radio France et Le Parisien qui nous dit que 26% des Français disent qu'ils sont susceptibles de changer leur vote. Votre vote est-il définitif ou peut-il encore changer ? C'est la question qui est posée. Si on regarde en détail, au Nouveau Front Populaire, on est sur à 81%, Rassemblement National 87%, Ensemble 72%. Et alors là où ça devient encore plus intéressant, c'est si on regarde les électeurs LR. Évidemment, les plus déboussolés, ce sont sans doute les électeurs LR. Là, à 48%, ils disent que leur vote peut encore changer et à 52% qu'il est définitif. Fabien Escalona, ils sont sans doute de moins en moins nombreux, les électeurs LR, mais peuvent-ils devenir des faiseurs de rois dans cette élection ? Vous avez un peu répondu, c'est-à-dire justement, je pense que leur effectif est un peu trop réduit pour être des faiseurs de roi. Alors ça peut l'être dans certaines circonscriptions, mais en réalité, là, l'enjeu, j'allais dire, il est ailleurs, quoi. Il est dans l'équilibre de ces fameux 3 pôles qu'on a évoqués. C'est intéressant d'ailleurs cette élection parce qu'elle va déterminer beaucoup de choses sur l'ordre électoral dans lequel on vit. C'est-à-dire qu'on s'est un peu habitué quelque part au paysage qui a émergé de 2017, ces fameux 3 pôles, la gauche, le pôle identitaire, le pôle macroniste central. Sauf que depuis 2017, il y en a un seul qui avait exercé le pouvoir et qui a prouvé qu'il était capable de réexercer le pouvoir. C'était le pôle central. Et là, on sent qu'on n'est pas une élection où potentiellement il y a une alternance possible et qui peut aller dans un sens ou dans l'autre. Et rien que ça, en fait, va nous donner une indication quand même d'une caractéristique de plus de cet ordre électoral qui émerge depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Avec ce qui sera peut-être, Mathieu, une grande nouveauté, pour la première fois, le camp, on va dire, nationaliste, national-populiste, qui rentre dans l'alternance. C'est quand même... c'est la première fois depuis 80 ans. Voilà. La dernière fois que l'extrême droite a occupé le pouvoir, en temps de paix, oui, c'était non, il faut le dire, c'était l'État français. Alors bien sûr, j'entends ici les spectateurs crier, mais non, ça n'est plus du tout la même chose. Mais enfin, les partis ont une origine, ils ont une histoire, ils ont changé. Mais là, dans la tradition de l'extrême droite française, c'est la dernière fois qu'ils ont occupé le pouvoir. Un petit, même si, oui, allez-y. Ouais, non, juste rapidement par rapport aux conditions de l'élection, ce qu'on pouvait ajouter, c'est que moi j'avais déjà été marqué par le fait que la campagne de 2022 était assez atone au regard du nombre de crises qu'on affrontait. Et là, on se retrouve quand même avec une élection où le pays quand même va faire un choix assez crucial pour son destin, puisque effectivement, pour la première fois depuis 1945, on a l'éventualité d'une extrême droite au pouvoir, et on le fait dans des conditions invraisemblables, dans un temps hyper resserré et dans un paysage médiatique étouffant. Je ne parle pas de ce plateau, vous l'aurez compris. Mais... C'est en ce sens-là que quand même, moi je trouve qu'on peut parler de dissolution de convenance, parce qu'il y a quand même... c'est le bon vouloir du président qui décide que les circonstances l'obligent. Mais les circonstances n'obligent pas. On rappelle que François Hollande avait perdu le scrutin européen. Son parti était arrivé en 3e position. Le Premier ministre avait été nommé quelques mois auparavant, c'était Manuel Valls. Il est resté. Et puis, ça n'a pas réussi à François Hollande, on est d'accord. Mais il n'y avait pas de nécessité de faire un scrutin. Parce que là, les 2 arguments qu'a donné Emmanuel Macron ne tiennent pas. Le désordre à l'Assemblée, c'était le cas depuis 2 ans. Et puis le risque d'une motion de censure, il fallait attendre l'automne, la motion de censure. Et si le gouvernement était tombé, et alors peut-être que là, il fallait proposer la coalition qu'il appelle de CO aujourd'hui, au nom justement du risque de guerre civile. Non, pour rebondir sur ce que vous dites, je comparais tout à l'heure la dissolution à celle de mai 68, mais il peut y avoir aussi des éléments de celle de 1997, parce que au niveau des préoccupations
il y a peut-être le même type de préoccupation que celui qu'avait le président Chirac en 1997, c'est-à-dire une préoccupation liée à la sensation d'être bloqué dans sa capacité d'action, de ne rien pouvoir faire dans la période qui s'ouvre, et de se dire, au moins, tant qu'à faire, quitte à être censuré dans un an à l'occasion de l'examen des textes budgétaires, et à l'époque, en 97, c'était le rendez-vous 98, les 3%, etc. Et donc là, on voit bien, il y a pu avoir, et certainement même ce type de préoccupation, en se disant, de toute façon, je ne pourrai rien faire, je serai paralysé dans mon action, le niveau de popularité jouant aussi dans cet esprit-là. Et donc, tant qu'à faire, autant jouer. Et en prenant de court les adversaires. Sûr, et pour ajouter un peu, je remets une pièce dans la machine quand même, mais il le fait à un moment quand même où se jouent des choses importantes, on a dit au niveau européen pour les postes de responsabilité, mais où se jouent des choses importantes sur le soutien à l'Ukraine. De la part de quelqu'un qui s'est engagé à ce point-là, à mon avis, à juste titre. C'est le thème de notre second débat. Pour le soutien à l'Ukraine, pardon, j'anticipe un peu. Je trouve que c'est un peu léger. Est-ce qu'il y a, dans une campagne aussi courte, Anne Levade, je vais être un peu fort dans les mots que j'emploie, mais volontairement, est-ce qu'il y a une forme de déni de démocratie ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on n'oblige pas tout le monde à être caricatural ? Vous voyez ce que je veux dire ? En tout cas, c'est sûr que la contraction du calendrier oblige à frapper fort. Donc, à la fois dans le message, d'ailleurs aussi dans les conditions d'organisation, parce que en réalité, là où normalement on se prépare des mois à l'avance, je vais prendre un exemple tout simple, mais central pour la vie politique, la période de référence pour le financement d'une campagne électorale pour les législatives, normalement, c'est 6 mois. C'est-à-dire que tout ce qui va être fait pendant une période de 6 mois est intégré dans le compte de campagne. Donc ça veut dire qu'on considère que les candidats commencent 6 mois avant. Et là, par définition, on leur donne 15 jours. Donc bien sûr que ça oblige à frapper beaucoup plus fort. On voit bien aussi qu'on va avoir à 2 jours d'intervalle 2 débats télévisés, ce qui est quand même là aussi quelque chose d'inédit. En règle générale, il y a 1 semaine entre 2 débats, le temps que chacun réfléchisse. Peut-être que ça infuse dans l'opinion. Exactement. Et donc voilà, on a nécessairement un effet qui accélère le processus. On en parle dans une seconde de ce débat que Mathieu, évidemment, a regardé avec attention, mais je voudrais boucler le chapitre consacré au parti LR. Aurélien Pradier a annoncé qu'il quittait ce parti, député du Lot. Dans une interview à la Dépêche du Midi, il affirme que le parti, je le cite, le parti auquel j'appartenais est mort et n'est plus capable de parler aux Français. Franck Morel, est-ce que vous êtes d'accord avec Aurélien Pradier ? Force est de constater que les événements qu'a connus LR encore récemment avec la crise liée à la position prise par son président montrent, et les sondages qui accordent à LR un score qui ne dépasse pas celui qu'il a eu aux européennes, et sans doute même qui sera en dessous de celui obtenu aux européennes, montre effectivement que la crise, alors je ne sais pas si elle est née, je dirais plutôt qu'elle continue, qu'elle se poursuit et qu'elle s'accentue, sans doute. Ce qui est certain, en tout état de cause, et ça va bien au-delà, ce constat va bien au-delà seulement de LR, c'est que la situation au sortir des législatives va radicalement changer par rapport à ce qu'on a pu connaître. On est sans doute à l'orée d'un certain nombre de recompositions, d'un certain nombre de refontes, d'alliances. C'est pas impossible et on n'est sans doute pas à l'abri de nos surprises en la matière. Oui, Fabien ? Donc très rapidement, d'ailleurs, c'est assez amusant l'inversion qu'il y a, c'est que le PS en 2017, avec l'élection d'Emmanuel Macron, s'est effondré très vite. LR a tenu plus longtemps et là, la situation s'est presque renversé d'une certaine manière, où le PS finalement consolide un peu son statut beaucoup bien moindre qu'avant, mais finalement il le consolide avec une alliance contrainte, mais qui quand même lui permet d'affirmer une certaine identité et une certaine place à l'Assemblée. Et on voit qu'elle est presque encore plus en difficulté aujourd'hui. Anne Levade, le temps politique, le temps médiatique s'est accéléré, le temps politique aussi, on est en train d'en parler. Est-ce qu'on assiste aussi à une accélération de la mortalité des partis politiques ? En tout cas, aujourd'hui, je trouve que les partis ne sont finalement, et en particulier dans cette campagne, guère plus que des étiquettes. Oui. Parce que, en réalité, vous parliez du Parti socialiste, mais le Parti socialiste est aujourd'hui dans cette alliance Nouveau Front Populaire. Et donc, on voit bien qu'ils ne peuvent pas retrouver, notamment parce que la campagne est très brève, ce qui est normalement leur rôle, c'est-à-dire ce lieu de décantation, de cristallisation, qui justement permet de canaliser les opinions. Et donc, bien sûr que l'inexistence des partis politiques en tant que tels, c'est-à-dire en tant que structure qui fait vivre la vie politique, accentue encore les aspects caricaturaux d'une campagne sur une période très brève.
Allez, comme promis, on zoome sur ce débat organisé par nos confrères de TF1 hier soir. Gabriel Attal, Jordan Bardella et l'insoumis Manuel Bompard pour représenter le nouveau Front populaire. Mathieu, est-ce qu'il y a un gagnant ? C'est difficile à dire, d'abord parce que c'est jamais évident. Les débats à trois, hein, dans le meilleur des cas, on assiste à une succession d'alliances de circonstances et de retournements au gré des sujets entre les candidats. Celui-ci, il fut plus bruyant, si j'ose dire, que brillant. Plutôt chacun a été attaché surtout à convaincre son propre électorat. Et à pas commettre de fautes. Hein. Chacun a marqué des points, chacun s'est retrouvé en difficulté, personne n'a explosé en vol, personne n'a terrassé les autres par chaos. Allez, on va faire bilan sur le fond, mais d'abord sur la forme. Alors, trois styles très différents. Hein. Un Jordan Bardella qui a tout fait pour faire oublier son âge et son inexpérience, en singeant des grands classiques du répertoire, avec un look et une gestuelle empruntée à Jacques Chirac, très 70s, des ripostes techniques empruntées à Nicolas Sarkozy dans son duel de 2002 contre Dominique Strauss-Kahn. Vous vous en souvenez, vous n'êtes pas mon professeur, avait lancé Nicolas Sarkozy. Jordan Bardella l'a répété une demi-douzaine de fois à Gabriel Attal. Vous vous souvenez de la réponse de Dominique Strauss-Kahn à l'époque ? Non, parce que si vous aviez été mon élève, vous n'auriez pas fait cette erreur. Bon, Gabriel Attal n'a pas été jusque-là. En gros, si je résumais, je dirais nerveux pour le meilleur et pour le pire, Jordan Bardella, en termes de style. Gabriel Attal, lui, il a tout fait pour rappeler que statutairement, il était plus capé que les autres. Je suis Premier ministre contrairement à mes concurrents, comme il les a appelés. D'habitude, on dit plutôt adversaires. J'allais dire encore plus quand les 10 concurrents risquent de faire basculer la France dans une guerre civile, selon le président, mais c'est un autre sujet. Il a été punchy, accrocheur, narquois, parfois à la limite de l'arrogance. C'est toujours le risque avec les macronistes. Hein. On l'a senti toutefois beaucoup moins à l'aise quand il était contraint de défendre le bilan. Pour mieux faire oublier le passé, vous pouvez regarder d'ailleurs, derrière lui, il n'y avait que des inconnus. Aucun poids lourd du camp macroniste. Oui. Histoire de dire que non, j'en ai pas besoin, on oublie tout ça. Alors, côté et puis, Bompard, enfin, Manuel Bompard, alors lui, le coordinateur plutôt dogmatique de la France Insoumise, a tout fait pour faire oublier les polémiques. Et il y est plutôt parvenu. Hein. Il s'était converti pour un soir à la stratégie de la cravate, vous le voyez, rouge, hein, évidemment. Et il avait remisé au placard, si j'ose dire, la polémique et surtout la fameuse brutalisation du débat politique, comme on dit aujourd'hui. Et je disais, ça lui a plutôt réussi. Alors, sur le fond, maintenant. Sur le fond, Jordan Bardella a eu du mal à plusieurs reprises avec son programme en pièces détachées, dont il semblait un peu avoir perdu le mode d'emploi. Il a été mis en difficulté sur les retraites, sur le coût de la baisse de la TVA, sur l'exemption d'impôts pour les moins de 30 ans. Vous vous auto-exonérez, lui a lancé, c'était assez drôle, Gabriel Attal. Ou encore sur l'inefficacité de vieilles recettes qui avaient l'air d'être piochées dans les vieux tiroirs d'Éric Ciotti, les peines planchées, la suppression des allocations familiales pour les parents d'enfants récidivistes. Jordan Bardella n'a toutefois pas commis de faute irrémédiable, pas la faute qui fait que tout le monde le discrédite après le débat. Gabriel Attal, lui, malgré ses efforts, n'a pas su décoller l'étiquette de sortant que lui collaient sur le front ses rivaux. Hein. Il a beaucoup souffert de l'augmentation de la dette, évidemment. Et le Premier ministre, pour quelques jours encore, a dit Jordan Bardella qu'il a même invité à faire ses cartons. Et je dirais qu'il a davantage marqué les esprits par ses attaques que par ses propositions. Et quant à Manuel Bompard, il a été plutôt épargné, voire oublié, je trouve, par ses adversaires. Personne ne lui a parlé de Gaza, personne ne lui a parlé des bisbilles à gauche. Il a moins été oublié par les animateurs, qui l'ont un peu corrigé quand même sur les chiffres, notamment du pouvoir d'achat. Il a toutefois déroulé tranquillement son programme, qu'il assume de A à Z, à la différence d'un Jordan Bardella, donc évidemment, ça aide. Et il a quand même été aussi en difficulté, notamment sur le nucléaire, hein, qui sera tranché par un vote, comme dans toute démocratie, a dit le coordinateur de la France Insoumise, qui est peu connu quand même pour ses goûts des scrutins en interne. On avait envie de lui dire un vote, chiche. Parole d'expert en quelque sorte. Anne Levade, vous avez un petit peu répondu tout à l'heure, mais certains débats dans notre histoire politique ont joué un rôle, pas forcément fait basculer, mais ont joué un rôle. Est-ce que leur multiplication, leur banalisation fait que finalement ils jouent de moins en moins de rôle dans la structuration de l'opinion? Alors, je pense qu'en plus, même si on a tendance à oublier le contexte des européennes, un certain nombre de téléspectateurs n'auront pas oublié qu'ils ont déjà suivi un certain nombre de débats les semaines précédentes. On avait lancé le bal, nous, au mois de mars. Voilà, ici, et il y a peut-être aussi un peu un risque de saturation, même si indiscutablement, là, on est sur des élections qui vont mobiliser les gens. On voit bien que le nombre de procurations est important, on voit bien que les intentions de participation sont nettement plus élevées que pour les européennes, qui déjà n'ont pas fait un si mauvais score que cela. Ouais. Et plus de 5 millions de téléspectateurs, hein, je fais juste une parenthèse. Oui, hier soir, c'est plutôt un bon score. Ouais. Et le fait est que là, la difficulté, c'est quand même... Alors, en plus, Manuel Bompard était quand même dans une configuration particulière, puisque, à la différence des deux autres, il n'est pas le candidat Premier ministre, où en tout cas les choses ne
ne sont pas claires. Et d'ailleurs, c'est pas lui qui revient dans le prochain débat. Oui, ce sera Olivier Faure. Voilà, là aussi, il y a peut-être de quoi dérouter un peu les électeurs. Je ne sais pas, pour ceux qui n'auraient pas suivi attentivement. Ce qui est sûr, c'est que là, la contraction du temps oblige aussi à être beaucoup plus précis sur les mesures. Alors, on va revenir, je vais vous demander votre avis sur les prestations des uns et des autres, mais on va dire en choisissant les thèmes, puisque Mathieu a fait référence notamment à la question des impôts, on va revoir cette pique de Gabriel Attal en direction de Jordan Bardella. Vous allez vous auto-exonérer d'impôts. Pardon ? Ça veut dire que vous allez vous auto-exonérer d'impôts, vous avez moins de 30 ans. Je vais vous dire pourquoi est-ce que je dis ça. Pourquoi est-ce que je dis ça, Jordan Bardella ? Vous n'avez pas seulement maquillé... Pourquoi est-ce que je dis ça, Jordan Bardella ? Je dis ça parce que je trouve cette proposition totalement hors sol. Vous n'avez pas... Pourquoi est-ce qu'un ouvrier de 31 ans paierait des impôts et un consultant ou un trader de 29 ans arrêterait de payer des impôts ? Pourquoi est-ce qu'un ouvrier de 31 ans paierait des impôts et un consultant ou un traîneur de 29 arrêterait de les payer ? Est-ce qu'il a marqué un point à ce moment-là, Franck Morel ? Je pense, oui, sur ce sujet-là, qu'il a marqué un point. Après, il faut regarder le débat dans son intégralité, et vous avez effectivement bien tracé les aspérités et les points en plus et en moins de chacun d'entre eux. Je dirais que dans ce débat, chacun était dans une posture qui correspondait à son statut actuel dans les sondages. Jordan Bardella, il est aujourd'hui le favori. Donc, en tant que favori, il n'avait pas tellement à prendre de risques, il avait plutôt à dérouler et à rester dans son quant à soi. Gabriel Attal, c'est pour ça qu'il était très incisif, allant chercher effectivement ces deux contradicteurs, parce qu'effectivement, pour l'instant, il n'est pas dans la position du favori. Quant à Manuel Bompard, il fallait effectivement qu'il donne des gages de crédibilité, de sérieux par rapport à toutes les polémiques qui ont pu exister sur le chiffrage du programme du nouveau Front populaire. Donc on voit bien effectivement que chacun d'entre eux était dans une posture qui correspondait effectivement à ça. Alors, sur la sortie, effectivement, de Gabriel Attal, c'est symptomatique, je dirais, d'un moment dans la campagne où, effectivement, il peut y avoir un flottement du côté RN sur la réalité de la mise en pratique de certaines propositions. Xavier Bertrand a eu, il n'y a pas longtemps, une formule que j'aime beaucoup, qui consiste à dire, on avait le « en même temps » avec Emmanuel Macron, on a le « dans un second temps » avec Jordan Bardella. Ce qui est un peu, effectivement, ce « dans un second temps » qui consiste à dire on va laisser de côté, notamment sur les retraites, c'était, et ça reste toujours, incompréhensible. Oui. Ça reste un grand flou. L'objectif des concurrents de Jordan Bardella étant de lui faire dire que ça pourrait aller jusqu'à 64, 65 ou 66 ans. Vous avez employé une expression que je reprends tout à l'heure. Vous avez dit la contraction du temps oblige effectivement. Et la contraction du temps est redoutable sur les zones de flou. Parce que quand vous avez dans un programme électoral le fameux, vous savez, la fameuse phrase de Martine Aubry, quand c'est flou, il y a un loup. C'était la grand-mère de Martine Aubry, je crois, qui avait dit ça lors d'un débat sur les primaires. La zone de flou, avec la contraction du temps, elle se voit comme le nez au milieu de la figure. Fabien Escalona, il y a eu en plus... Alors c'est assez compliqué d'évaluer ce qu'un débat peut provoquer dans l'opinion, puisque quand il y a eu le débat entre Gabriel Attal et Jordan Bardella, déjà dans le cadre des européennes, bon, les commentateurs avaient tendance à dire c'est Gabriel Attal qui l'a emporté, et puis on l'a absolument pas vu, voire on a vu l'inverse dans les sondages quelques jours plus tard. Bah oui, parce que dans l'électorat RN, en plus, il n'y a rien qui énerve autant justement que l'arrogance qu'évoquait Mathieu Croissando tout à l'heure, où voilà, c'est ces diplômés qui font la leçon. Donc ce qui paraissait aux observateurs très diplômés comme une réussite de Gabriel Attal n'était pas forcément aux yeux de personnes situées différemment dans le champ social. Mais moi, ce que j'ai trouvé, ce qui m'a frappé, c'est que finalement, personne jouait, même si c'était un argument utilisé, celui de l'expérience pour Gabriel Attal, personne n'a joué au plus compétent. Des fois, il y a des enjeux consensuels où chacun dit « Ah mais non, c'est moi le plus compétent ». Là, en fait, chacun a parlé quand même assez fort à son camp social. À son camp. Et en fait, les débats télé, on sait qu'en fait, ils convertissent très peu de personnes. Ils servent à activer une base. Mais est-ce que c'est pas contradictoire, pardon de vous interrompre, avec le sondage qu'on a vu en ouverture? C'est-à-dire il y a quand même encore un Français sur 4 qui est indécis. Il ne faut pas aller chercher cela.
Oui, mais indécis, mais d'où viennent-ils? Enfin bon, un sondage comme ça, il est difficile à interpréter. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est que par exemple, Bardella, là, c'est tout le discours qu'il a fait, il faut le montrer à tous ceux qui s'interrogent encore sur l'identité du RN. Là, on avait vraiment le triptyque, immigration, sécurité, identitarisme national. Il l'a casé à toutes les réponses, donc on sait bien à qui il parle. Attal, je n'augmenterai pas les impôts, ce sera la stabilité. Il parle, c'est son électorat âgé, plutôt possédant, qui est vraiment le noyau dur du macronisme. Et puis Manuel Bompard sur l'aspect redistribution économique, investissement public massif, côté Nouveau Front populaire. Donc chacun a vraiment parlé, encore une fois, à des segments sociaux bien particuliers. Le parti LR avait tenté de s'inviter dans ce débat à trois avec une action en justice. Anne Levade, il a été débouté. Sur cette question, l'équilibre des temps de parole, là aussi, c'est quand même un pilier démocratique majeur. Ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. À quel point est-ce que ce pilier est fragilisé par une campagne express? Alors, évidemment, c'est une question qu'on avait déjà vue évoquée en 2022 et même d'ailleurs dans une certaine mesure en amont, au moment où des primaires ont été organisées dans certaines formations, parce que en réalité, on sait bien que pour que tout cela reste audible par celui qui regardera son écran, on ne peut pas non plus avoir absolument l'intégralité des candidats présents. Parce qu'il faut que ça dure un certain format de temps, vous en savez quelque chose, qu'ensuite il faut que chacun puisse effectivement s'exprimer. On avait fait un débat à 8 dans le cadre des européennes, et c'est déjà un casse-tête. Et cette question de la représentativité, qui donc est un critère sur la base duquel on peut effectivement sélectionner les candidats qui viennent s'exprimer, est évidemment un critère que contestent ceux qui sont exclus pour ce motif, mais qui, en fait, est très lié au format audiovisuel, à mon avis. Petite question qui rejoint ce que vous venez de dire, l'émission de Cyril Hanouna sur Europe 1, qui fait l'objet de nombreux signalements à l'Arcom, le gendarme de l'audiovisuel, qui a rappelé la radio à ses règles de pluralisme. Bon, le problème, Fabien Escalona, c'est qu'on connaît la lenteur des procédures au sein du gendarme de l'audiovisuel, au sein de l'Arcom. Donc finalement, cette campagne sera faite sur Europe 1. Je ne suis pas en train de juger la façon dont elle est faite, mais sans réponse juridique, en quelque sorte. Oui, bon, moi je peux la juger à votre place. C'est une campagne pour l'extrême droite, en fait, puisque c'est l'Empire Bolloré qui utilise tous les supports, en fait, qu'il a acquis au fil du temps. Et on en parlait avec des collègues à Mediapart aujourd'hui, et certains me disaient, mais en fait, Bolloré s'en fiche des règles, non seulement parce qu'il y a les lenteurs que vous évoquez, mais parce que va-t-il lui arriver? Il va payer des amendes. Mais pour lui, le coût de l'amende qu'il va pouvoir payer sur ces règles non respectées n'a rien à voir avec l'éventualité d'un camp politique qui arrive au pouvoir et qui correspond à ses propres préférences idéologiques. On reste sur les impôts et on va écouter une autre proposition. Elle est signée Manuel Bompard. Nous voulons faire davantage de tranches pour qu'il y ait davantage de progressivité. Le résultat, il est très simple à comprendre pour les Françaises et les Français. 92% d'entre eux, c'est-à-dire tous ceux qui gagnent moins de 4 000 € net par mois, paieront moins ou autant d'impôts qu'aujourd'hui. Et oui, il y aura davantage d'impôts pour les 8%, et en particulier pour les 1% les plus riches, et en particulier pour les 0,1% des plus riches, qui aujourd'hui payent moins d'impôts proportionnellement que les classes moyennes. Un couple qui gagne 4 000 € par mois est-il riche ? Fabien Escalona, ça me rappelle une question qui avait été posée en son temps à François Hollande. À partir de quand on est riche? À partir de quand on est riche? Oui, c'est vrai. En fait, il suffit de vous positionner sur... oui, vous avez une médiane, vous avez des déciles de revenus. Alors, je n'ai pas révisé les déciles avant de venir. Non, mais il y a des Français qui se posent la question et qui regardent dans quelle catégorie ils vont tomber. Oui, mais le fait est que quand on touche 4 000 €, peut-être qu'on ne se sent pas riche. Ça, c'est possible, selon le train de vie qu'on a. Mais en tout cas, on est effectivement dans les déciles vraiment supérieurs de la société française. Franck Morel, est-ce qu'il y a un risque de... Alors, c'est sans doute pas la cible du nouveau Front populaire, mais de perdre les classes moyennes supérieures avec une fiscalité comme celle-là? Oui, avec le débat, l'extrait qu'on a vu effectivement sur l'accroissement, et le débat portait justement sur le fait d'accroître ou de ne pas accroître. Et le débat, il portait aussi sur qu'est-ce qu'on met dans le champ de ce qui est vérifié par rapport à l'évolution de la pression fiscale, puisqu'on parlait de l'impôt sur le revenu, mais je crois que dans le débat étaient mentionnées aussi les exonérations sur les heures supplémentaires, ou sur la participation et l'intéressement, et qui va concerner pour le coup un nombre beaucoup plus large de salariés, et surtout dans les tranches de revenus les plus basses. Il faut faire le test, ils ont mis un simulateur. Donc, c'est ce que je vous dis, il y a beaucoup de Français. C'est toujours dangereux de dire on va augmenter les impôts
pour les riches, parce que les gens entendent la première partie de la phrase et difficilement la seconde. Ils se disent, oh là là, si on augmente les impôts, mais qui me dit que je ne vais pas tomber dedans par un effet de seuil. Donc, pour le coup, c'est assumé, le nouveau Front populaire, mais c'est toujours dangereux politiquement. Par ailleurs, je pense que les Français ont mûri. Et de la même façon qu'ils ne croient plus, ou qu'ils ne croient pas, qu'ils n'adhèrent pas à cette dite théorie du ruissellement, plus les riches sont riches, plus ça dégouline de la société, et moins les pauvres seront pauvres, ils ne croient plus non plus à l'idée qu'on peut tout faire payer par les riches. Il y a quelque chose qui fait que c'est... Il y a un peu de réserve quand même. Oui, non, mais je dis pas que... Mais je pense que c'est ces deux mythes, d'une certaine façon, de la droite et de la gauche, qui ont du mal à convaincre aujourd'hui. Alors, il nous reste une dizaine de minutes, encore beaucoup de thèmes à aborder. Alors, je vais vous faire un aveu, depuis une dizaine de jours avec les journalistes de la rédaction de Public Sénat, on répond souvent à des questions sur les règles du scrutin. Et on s'est dit, on ne va pas juste faire profiter nos amis, on va vous proposer aussi d'en savoir plus. On va faire de la pédagogie avec Yann Effelé tout de suite. Il est là, ça tombe bien, Yann Effelé, les législatives scrutins à part, des règles propres. Allez, c'est le moment. Mode d'emploi, avec de la lumière, c'est bien. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Oui, en sortie des européennes, il est bon que rappeler que les législatives, ce sont 577 élections simultanées dans 577 circonscriptions, contrairement donc au dernier scrutin. Et c'est bien pour ça qu'il faut prendre d'ailleurs les sondages avec beaucoup de précautions, parce qu'ils ne peuvent pas tenir compte des spécificités de l'ensemble de ces circonscriptions. Dans chacune de ces 577 circonscriptions, un député est élu au scrutin majoritaire. Il est possible d'être élu dès le premier tour, et pour cela à deux conditions. D'une part, obtenir plus de 50% des suffrages exprimés, et que ces suffrages représentent plus de 25% des inscrits. C'est rare, seuls 5 députés ont été élus au premier tour en 2022. Bon, et si personne n'est élu au premier tour, ça se complique au second. Oui, c'est ça. Pour accéder au second tour, chose simple déjà, les deux premiers sont automatiquement au second tour. Ceux qui sont arrivés en tête, les deux premiers arrivés en tête au premier tour sont automatiquement au second. Jusque-là, c'est simple, mais il peut y avoir plus de 2 candidats au second tour. Tous ceux qui ont obtenu plus de 12,5% des inscrits se qualifient, donc 12,5% des inscrits et non des suffrages. S'il y en a 3, on parle de triangulaire. Il y en a 8 de cas de ce type en 2022. S'il y en a 4, là on parle de quadrangulaire. Et il n'y en a pas eu depuis 1973, mais ce n'est pas impossible d'en voir cette année. Alors, on va expliquer pourquoi, qu'est-ce qui favorise les quadrangulaires ou les triangulaires. Eh bien, comme il faut 12,5% des inscrits, plus la participation est importante, plus la probabilité de voir ce type de formation est important. Et les différents sondages prévoient une participation importante cette année aux alentours de 65%. Alors regardez cet exemple qui va apparaître. On imagine dans une circonscription fictive, le RN à 35%, la gauche à 25% et le parti présidentiel à 22%. Dans ce cas, s'il y a 50% de participation, eh bien, je retrouve ce que je voulais vous dire. S'il y a seulement le RN et la gauche au second tour. S'il y a 50% de participation, seul le RN et la gauche accèdent au second tour, puisque le troisième parti n'a pas obtenu les 12,5% des inscrits que j'évoquais avant. En revanche, si la participation est plus importante, si elle atteint 65% dans l'exemple que je vous trouve, eh bien là, vous avez au second tour le RN, la gauche et également Renaissance, puisque alors le parti aura obtenu 14,3% des inscrits. Et puis il y a une autre chose à prendre en compte cette année, c'est le peu de candidats. Avec l'Union de la gauche notamment, il y a moins de prétendants qu'à certaines élections précédentes. Les voix seront donc concentrées sur moins de candidats. Merci beaucoup Yann pour ces explications. On pourrait avoir entre 100 et 150 triangulaires à Nevada, avec à chaque fois évidemment la question du désistement, et on va beaucoup parler de Nini dans ce dernier chapitre. Historiquement, les passions locales, en quelque sorte, prennent-elles le pas sur les consignes nationales de désistement? Comment ça se passe ? Alors c'est compliqué parce que ça dépend d'abord de savoir s'il y a un député sortant ou pas. Oui. Ça, évidemment, ça peut jouer un rôle non négligeable, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, parce que parfois il a un effet répulsif ou au contraire un effet attractif. J'ai tendance à penser que les consignes de vote, c'est quelque chose qui passe de moins en moins bien et qui d'ailleurs est de moins en moins fréquemment passé par les partis eux-mêmes, qui sont bien conscients que cette idée que, comme un seul homme, les électeurs qui sont sympathisants
adhérent a fortiori, mais sympathisant d'une formation politique qui irait voter dans un certain sens, n'est plus accepté et peut même être contre-productif. Oui, on est d'une manière générale dans une société beaucoup moins pyramidale qu'avant et beaucoup plus horizontale. Et ça se ressent là aussi. Mais ce qui peut se voir à l'occasion de ces échéances aussi, parce qu'on a quand même une configuration politique particulière, c'est des désistements. C'est-à-dire que le fait d'avoir des triangulaires en tant que tel ne veut pas dire que l'on conserve nécessairement 3 candidats jusqu'au bout. Et donc, on pourrait imaginer que le troisième, ou parfois d'ailleurs le deuxième, s'il a le sentiment que le troisième est plus consensuel, fasse le choix, pour faire obstacle à celui qui arrive en premier, de renoncer. Ce qui évidemment est une invitation très forte à ses électeurs pour basculer sur l'autre candidat. Oui, alors il peut y avoir une autre dimension supplémentaire qu'il faut prendre en compte. Vous avez dit, et vous avez raison, que les consignes de vote étaient quelque chose qui était de moins en moins suivi. Quand on regarde d'ailleurs la manière dont se répartissent les transferts de voix, les reports de voix en cas de second tour, ou les volontés de faire barrage, on peut se dire que dans un certain nombre de situations, la question du retrait peut se poser dans des termes où le retrait ne va pas forcément favoriser le candidat que la personne qui se retire entend favoriser. Vous voyez, c'est-à-dire que les électeurs qui se portent sur cette personne ne vont pas forcément aller ensuite sur la personne qu'on entend faire battre. Et donc il faut mieux rester en place. Mais voilà, on pourrait avoir dans certains cas des stratégies qui sont soit des stratégies de retrait en espérant que la majorité des électeurs qui auraient voté pour le candidat vont se reporter sur le candidat souhaité, ou alors de maintien pour geler d'une certaine manière l'électorat de ce candidat et éviter des reports non souhaités par la suite. Donc ça risque d'être assez compliqué et peut-être de dépendre beaucoup d'une géographie électorale liée soit à la nature des mouvements politiques en cause. Par exemple, dans le nouveau Front populaire, il est certain que la situation ne sera pas la même si le candidat est LFI ou si c'est un candidat d'une autre des formations du nouveau Front populaire. Et ensuite, sur l'alchimie électorale de la circonscription et l'identité personnelle des intéressés. Je reviens sur la participation. On trouve formidable de voir qu'il pourrait y avoir près de 65% de participation. Il faut quand même rappeler que, certes, en 2022... on a eu un taux d'abstention absolument record, parce que moins de 50% des Français sont allés voter aux législatives. Mais normalement, après une dissolution, si l'on veut être fidèle à la logique même de l'appel au peuple lancé par le président, la mobilisation est massive. C'est-à-dire que normalement, on est sur des législatives auxquelles il y a au moins 70% de participation. Même en 97, on était dans cet étiage-là, sans parler effectivement des hypothèses antérieures où on flirtait avec les 80 ou plus de 80%. Ouais, on voit bien que la majorité présidentielle sur les questions de désistement et de consignes est sur la ligne du nini. Fabien Escalona, c'est pas surprenant vu la façon dont les électeurs Renaissance font de Jean-Luc Mélenchon un épouvantail plus important que Marine Le Pen, c'est ce qu'on peut dire. Surtout les leaders politiques qui font de lui les électeurs aussi. Les électeurs aussi, sans doute, mais la parole des leaders est importante. C'est pas surprenant, surtout par rapport, parce qu'il y a un précédent, il y a celui des législatives de 2022, où déjà à l'époque il n'y avait pas de consigne uniforme pour dire qu'il fallait, à l'époque il n'était pas question de désistement, mais en tout cas de porter les voix vers le candidat NUPES à l'époque de gauche contre le RN dans les cas où ça s'est produit. Sauf qu'on reboucle avec le début de l'émission, là la situation est différente. C'est que là il y a une vraie possibilité, à l'époque on ne voyait même pas venir les 89 députés, et là il y a une vraie possibilité que l'extrême droite ait carrément une majorité absolue. Et c'est ce qui me fait dire que là il y a une responsabilité particulière que moi je trouve... En tout cas, je trouve que l'initiative de dire Nini, ou en tout cas de dire on exclut LFI, etc., est politiquement quand même assez dangereuse, parce qu'il ne me semble pas que, même s'il y a toute la rhétorique des extrêmes, je ne crois pas que dans les deux camps, il y ait le même degré de potinophilie, et je ne crois pas que dans les deux camps, il y ait les mêmes ruptures avec les principes républicains d'égalité devant la loi. Et donc là, ils prennent une grave responsabilité, me semble-t-il. Franck Morel, votre avis là-dessus, sur cette consigne du Nini au sein de la majorité présidentielle ? Je pense que le Nini, il est fondé sur l'effet repoussoir à la fois du RN et à la fois de LFI. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur le constat, parce qu'effectivement, si on considère LFI, avec tout ce qu'on a entendu ces derniers temps sur l'antisémitisme en particulier, on peut se dire qu'il y a aussi un enjeu lié aux libertés publiques et lié à un certain nombre de questions. Après, quand on regarde et l'électorat et la manière dont se positionnent effectivement les leaders de la majorité,
on se rend compte qu'on va avoir trois types de positions qui sont manifestées. Un certain nombre de leaders, plutôt de l'aile gauche de la majorité, ont co-signé une tribune plutôt tout sauf le RN. On entend parfois des discours autour de tout sauf LFI. Et la ligne de plus grande pente, elle va être sans doute le ni LFI, ni RN. Ce qui est certain, en revanche, c'est qu'il est probable, après je ne suis pas dans le secret des dieux, mais il ne me surprendrait pas en tout cas qu'il y ait une consigne du genre tout sauf le RN et tout sauf LFI, c'est-à-dire y compris avec un désistement, en revanche, vers les candidats du NFP qui ne soient pas LFI. Alors, vous voulez tous les deux prendre la parole, je vais vous la donner, mais d'abord, on écoute la réaction assez, on peut presque parler de colère, de Nicolas Maillard-Rossignol, maire socialiste de Rouen, sur ce nini au sein de la majorité présidentielle. Dans une situation aussi grave, on ne peut pas être dans le nini. Le nini, c'est ni courage, ni responsabilité. Et si le Rassemblement national, le 8 juillet, l'emportait, c'est le fondement de notre République. C'est pas la même chose que la LFI, même s'il peut y avoir des éléments au sein de la LFI que je réprouve totalement. Non, je suis désolé. Dans un cas, vous avez une remise en cause de l'IVG, pas dans l'autre. Dans un cas, vous avez moins de crédit pour l'écologie, pas dans l'autre. Dans un cas, vous avez plus de soutien à l'école publique et à la santé, pas dans l'autre. Ça n'est pas la même chose. Et je vous rappelle que la devise de notre République, c'est liberté, égalité, fraternité. Elle est où, la fraternité, dans le Rassemblement national? Mathieu, pour commencer, le nini. Non, je disais, ça va vite la politique. 2022, vous vous souvenez d'Emmanuel Macron, qui, entre les deux tours, draguait les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Et au soir de sa réélection, disait, ce vote m'oblige. Donc il considérait que, face au risque du Rassemblement national, il fallait faire corps. On voit bien que 2 ans après, en fait, le nini, quand vous êtes devant, le Front républicain, c'est quand vous êtes face au Rassemblement national que vous êtes pour. Quand vous êtes en 3e position, généralement, vous êtes un peu plus embêté. Même la gauche l'était à l'époque, puisqu'elle disait il y en a marre de jouer les castors, il y en a marre de faire barrage. Fabien Scalona, est-ce que c'est pas logique de ne pas prendre parti avant le premier tour? Parce que c'est une façon de reconnaître qu'on ne sera pas en situation de victoire. Oui, peut-être, mais enfin, disons que l'orientation que ça prend est assez claire. Et si c'est cette orientation qui prévaut après le premier tour, voilà, je maintiendrai mon grand doute, voire le côté un peu scandaleux, je trouve, de l'affaire, sachant que, bon, on a vu que Maillard-Rossignol, il était quand même très anti-LFI à l'intérieur du Parti socialiste. C'était le candidat face à Olivier Faure. Donc ça n'est pas rien. Et encore une fois, je pense que ce qu'il faut rappeler, même pour les gens qui détestent LFI, en fait, l'enjeu de ces élections législatives, ça n'est pas 300 députés LFI, c'est 300 députés RN. Je pense qu'il faut dire les choses aussi simplement que ça. Et par ailleurs, sur l'antisémitisme, malgré toutes les critiques qu'on peut faire, et moi j'ai aucune complaisance là-dessus, si on lit les programmes, encore une fois, ça n'a rien à voir. Je rappelle quand même que dans le Rassemblement national, qui se fait le grand défenseur de la communauté juive pour mieux taper sur les musulmans, il y a toute une série de dispositions qui visent évidemment les musulmans, mais qui par contre-coup vont viser la pratique de la religion par les juifs, quand même, en termes de port de signes de religieux ou d'alimentation. Le débat n'est pas limité à la majorité sortante. Le débat a été porté par Bernard Cazeneuve, par une tribune qui a été écrite récemment. Bernard Cazeneuve, Manuel Valls, un certain nombre de personnalités social-démocrates qui ont plutôt pris cette orientation pour l'instant. Dernier mot, Anne Leval. Est-ce que ça peut être un outil pour Emmanuel Macron ou Gabriel Attal pour tenter, on est vraiment dans une sorte de politique fiction, de construire une éventuelle coalition? C'est-à-dire la façon d'utiliser justement, entre les deux tours, le soutien à tel ou tel au sein du nouveau Front populaire. Vous voyez ce que je veux dire? Une autre manière de faire le centre avec des tentacules, en quelque sorte. Je pense que c'est d'abord au soir du premier tour qu'il y aura des indicateurs sur l'effet, effectivement, de cette prise de position. Parce que si la participation n'est pas aussi élevée que prévu ou que les scores de Renaissance sont beaucoup moins bons que même ce qu'annoncent les sondages, la question des triangulaires ne se posera plus vraiment. Et au soir du deuxième tour, évidemment, cette question-là ne se posera que si on n'a pas une situation de majorité absolue, puisque, auquel cas, institutionnellement, une logique se mettra en œuvre. Il n'y a pas de règle, mais une logique se mettra en œuvre. Je pense que c'est sans doute ce qui sera le fil rouge le plus long de cette campagne très courte. C'est-à-dire la manière dont, effectivement, il va y avoir une tentative de retisser un lien pour réfléchir, parce que, encore une fois, l'hypothèse de majorité relative à l'issue du deuxième tour n'est pas exclue, et quoi qu'il arrive, il faudra bien gouverner le pays.
Oui. Merci beaucoup. Allez, un tout dernier mot. Non, je rebondis rapide, parce qu'effectivement, en filigrane, on a des germes de composition d'une majorité centrale potentielle, espérée en tout cas. On en est loin, mais espérée. On verra bien. Merci à tous. Je rappelle, Fabien Escalona, le titre de votre livre, Une République à bout de souffle aux éditions Seuil Libelle.